Donc, je vous présente Axel. Axel Plius-Bror est journaliste scientifique pigiste. Elle est co-rédactrice en chef de L'Amorce, la revue contre le spécisme. Elle a coécrit avec Yves Bonnardel le livre Solidarité animale, paru à La Découverte en 2020, et a par ailleurs contribué à plusieurs ouvrages sur l'antispécisme et le véganisme. Bonjour, alors j'aimerais tout d'abord remercier Victor Durand-Lepeuch, Joséphine Guichard, Jeanne Mounier-Lompré et Perrine Beltran du Labo RA pour l'organisation et puis pour l'invitation. Alors moi je vais présenter et défendre une approche matérialiste du spécisme qui est fondée sur une définition sociologique de l'espèce. Je ne suis pas la seule à défendre une approche de ce type et on verra notamment que le black veganism est une conception assez proche de ce que je vais proposer. Pour ma part, l'approche matérialiste que je propose, elle est directement inspirée du féminisme matérialiste et c'est celle que j'ai développée dans mon mémoire de sociologie en 2018. Il y aura 3 parties à ma présentation. Premièrement, je vais expliquer en quoi je trouve que la définition la plus courante du spécisme, à savoir le spécisme comme discrimination fondée sur un critère moralement arbitraire car strictement biologique, me paraît insuffisante pour comprendre le phénomène du spécisme dans toutes ses dimensions. Vas-y, continue. Ce qui m'amènera dans une seconde partie à proposer une approche complémentaire et non pas concurrente à l'approche classique du spécisme. Et c'est une approche qui conçoit l'espèce comme autre chose qu'une appartenance biologique, ou en tout cas pas seulement une appartenance strictement biologique. Et c'est une approche que j'appelle matérialiste, qui appréhende l'espèce comme une variable proprement sociologique, ou autrement dit une position sociale. Et c'est dans cette partie que je parlerai du black veganism, que je conçois comme une contribution importante à l'approche matérialiste du spécisme. Et puis dans une troisième partie, je vais présenter les conséquences de l'approche matérialiste que je perçois comme des avantages stratégiques, à savoir que, premièrement, elle force à s'intéresser et à mettre l'accent sur des aspects très concrets du spécisme, et deuxièmement, qu'elle permet de faire des liens intéressants avec d'autres luttes sociales, et particulièrement avec les luttes des humains animalisés. Alors, la définition classique du spécisme, elle est proposée par Peter Singer dans les années 70, et elle est rapidement reprise par les cahiers antispécistes, notamment. C'est une définition qui rentre dans le domaine de la philomorale et qui a dès l'origine une forme analogique, à savoir le spécisme est à l'espèce, ce que le racisme est à la race et le spécisme au sexe, et le sexisme au sexe. Sous-entendu, une discrimination fondée sur un critère moralement arbitraire. L'idée sous-jacente, c'est de dire que nous sommes nombreux à condamner le racisme et le sexisme, et pour les mêmes raisons, nous devrions être nombreux à condamner le spécisme. Et cette définition, je la trouve très bien, elle est solide, elle est utile. Je ne la remets pas en question. Et d'ailleurs, à ce sujet, je recommande un excellent livre qui est le Que sais-je sur l'antispécisme, écrit par Valérie Giroux, qui apporte beaucoup de détails et de nuances sur le spécisme en tant que discrimination. Ici, je vous ai vraiment donné une version raccourcie. Donc l'idée, c'est qu'on garde cette définition, mais à titre personnel, cette définition, elle me laisse sur ma faim, parce que j'ai l'impression qu'elle ne dit pas tout de ce que c'est que le spécisme, et qu'elle passe à côté de certains aspects du phénomène. Et il y a une chose en particulier qui me laisse perplexe, c'est que l'analogie, qui est quand même au fondement de cette définition, qui est un trait important de cette définition, elle n'est pas exploitée jusqu'au bout. Le geste analogique s'en tient au raisonnement logique du critère moralement arbitraire entre race, sexe, espèce, mais ne va pas jusqu'à questionner la notion d'espèce de la même façon qu'il y a pourtant eu un important travail épistémologique de questionnement des notions de race et de sexe. Je vais y revenir un peu plus long. En fait, la définition classique du spécisme appréhende l'espèce dans sa version la plus intuitive, la plus commune, à savoir comme une appartenance biologique. Donc d'un côté, on a les humains en tant que Homo sapiens, ce sont des synonymes, et de l'autre, on a les animaux en tant que poules, truites, cochons, etc., c'est-à-dire tous les animaux autres que Homo sapiens. Or, je pense que ce n'est pas exactement de ça, ou pas seulement de ça dont il s'agit quand on parle de spécisme, et notamment on a des raisons de penser que la catégorie Homo sapiens ne recouvre pas totalement et parfaitement la catégorie d'humanité, qu'il n'y a pas de concordance entre les deux, qu'il ne s'agit pas de termes interchangeables.
Et de la même façon, je ne pense pas que la catégorie animaux, au sens de non-homo sapiens, recouvre totalement la catégorie de l'animalité. Par exemple, il y a des homo sapiens qui ne sont pas considérés humains, ou qui sont considérés sous-humains, moins qu'humains, ou alors dont la reconnaissance du statut de l'humanité est arrivée plus tardivement dans l'histoire que les hommes blancs, par exemple. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des homo sapiens animalisés. Pour le dire de façon claire, je pense que le spécisme, ce n'est pas tant une affaire d'espèces au sens biologique, d'homo sapiens et de cochons par exemple, qu'une question d'humanité et d'animalité comme des catégories sociologiques qui renvoient à des positions sociales hiérarchisées. Et on a des indices de cette dimension sociale de l'appartenance d'espèces. Par exemple, la philosophe Silko, qui est initiatrice avec sa sœur Afko du Black Veganism, dont je vais reparler ensuite. Donc Silko fait remarquer qu'il est courant que du langage animalier soit utilisé pour parler de situations où pourtant aucun animal non humain n'est impliqué. Notamment, ce langage animalier il est utilisé dans des situations de violence raciale, donc non seulement du côté des suprémacistes blancs qui utilisent l'animalité comme une insulte, mais aussi du côté des personnes racisées qui, en retour, vont revendiquer leur appartenance à l'humanité, en disant par exemple « nous ne sommes pas des animaux ». Silko, dans une conférence de 2019 qui s'appelle « Who is the human and who is the animal ?», que vous pouvez trouver sur YouTube, elle donne l'exemple d'un officier de police de San Francisco qui, en 2015, a dit dans un texto au sujet d'un homme noir « Ce n'est pas contraire à la loi d'abattre un animal ». Et puis, je vous ai mis à l'écran des images de manifestations au cours desquelles des humains ont revendiqué leur appartenance à l'humanité. Donc, de ces exemples, Silko tire la conclusion suivante. Être humain compte, même dans les cas où seuls des êtres humains sont concernés. Donc on voit bien que si l'espèce était une caractéristique purement biologique, il n'y aurait pas de slogan de ce type, ça n'aurait pas de sens de voir des mobilisations d'homo sapiens qui revendiquent leur humanité, et de la même façon, ça n'aurait pas de sens que l'animalité serve d'injure. Donc on passe donc d'une conception biologique à une conception sociale de l'appartenance d'espèce. Pour le dire autrement, on passe d'une conception où tous les humains sont des animaux, c'est-à-dire tous les homo sapiens font partie du règne des animaux, et rien dans le fait d'être homo sapiens ne les distingue moralement des autres animaux, c'est pour ça qu'on dit que l'espèce en soi est un critère moralement arbitraire, à une autre conception où certains humains seulement sont des animaux, par exemple les personnes racisées sont animalisées, tandis que la plupart du temps les hommes blancs voient leur humanité reconnue et garantie. Et puis aussi, tous les animaux, au sens biologique d'animaux autres qu'Homo sapiens, tous les animaux sont des animaux, au sens social de tous les animaux non humains sont animalisés. Ce qui, je pense, a comme implication qu'on peut difficilement comprendre l'animalisation des humains si on n'a pas déjà reconnu et compris qu'il y avait animalisation des animaux. Mais ça, c'est une autre question. Donc cette dimension sociale de l'appartenance d'espèce, c'est un ressenti évident pour les humains animalisés, même si je suis d'accord que ce ressenti n'est pas toujours accompagné d'un lien avec la question du spécisme et du fait que les animaux aussi sont animalisés. Mais ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que le caractère évident de la nature sociale de l'espèce devrait aussi résulter de la démarche analogique avec le sexe et la race dont je parlais tout à l'heure, puisque peu de personnes qui s'intéressent aujourd'hui au racisme et au sexisme continuent de parler de race ou de sexe comme s'il s'agissait de simple appartenance biologique. Ces termes, ils ont été questionnés, critiqués, historiquement contextualisés. En sociologie, tout particulièrement, on parle de genre, on parle de racisation, on parle de blanchité, on parle de sexage, de personnes sexisées et racisées. On dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Donc tout ça, c'est des termes et des formules qui peuvent être déstabilisants la première fois qu'on les croise, mais en fait, ce sont le résultat d'un travail épistémologique qui vise à mieux comprendre le racisme et le sexisme en tant que rapports sociaux. Pour le dire autrement, et là je cite Nicole Claude Mathieu, anthropologue et féministe matérialiste,
il y a eu un travail épistémologique, scientifique, sociologique, qui a permis d'éloigner la race et le sexe de leur sens biologique pour les faire parvenir au statut de véritable concept sociologique, ce qui n'allait pas du tout de soi. Et là, je voudrais vous renvoyer vers un texte qui parle justement de la construction de la variable sexe comme une variable sociologique, et qui est un texte de Nicole-Claude Mathieu, qui s'appelle « Note pour une définition sociologique des catégories de sexe ». Du coup, et c'est le point central de ma présentation, que pourrait donner la démarche visant à faire à l'espèce ce que les études féministes et les études critiques de la race ont fait au sexe et à la race? Et pour moi, cette démarche, elle est indissociable d'un parti pris matérialiste au sujet du spécisme, qui postule que le spécisme est un ordre social au sein duquel s'opposent deux classes sociales, ou groupes antagonistes, si vous préférez, donc l'humanité et l'animalité, qui occupent des positions sociales différentes avec des conditions matérielles d'existence spécifiques à ces positions sociales. Et pour refléter cette nouvelle conception du spécisme, je pense qu'il nous faut de nouveaux termes, une nouvelle terminologie, des termes qui seraient non essentialistes, c'est-à-dire qui traduiraient bien le caractère dynamique, historique des appartenances d'espèces en tant que position sociale. Donc j'ai quelques propositions que j'utilise notamment dans mon mémoire. J'ai conscience que ce sont des termes qui ne seront pas forcément intelligibles ou compris d'emblée par tout le monde, mais en fait, ce n'est pas leur but qu'ils soient compris d'emblée. Leur but, c'est d'être utile pour bien traduire le changement de perspective produit par l'approche matérialiste, une approche qui ne peut pas correctement décrire le spécisme avec seulement les termes animaux et humains à sa disposition. Et je dirais même qu'on entretient plus de confusion en se contentant de ces deux termes, plutôt qu'en essayant de trouver de nouveaux termes plus adaptés à ce qu'on est en train d'observer. Donc, mes propositions. Une démarche qui serait matérialiste ne s'intéresserait pas tant aux humains et aux animaux comme groupe naturel qu'à l'humanité et à l'animalité comme groupes sociaux ou comme classe sociale. Le terme de classe sociale est ici plus précis, je pense, parce qu'il y a d'emblée l'idée qu'il y a des intérêts antagonistes en jeu. Classes qui sont produites et reproduites par des rapports sociaux d'espèces, qui sont des rapports sociaux qu'il reste à décrire en fait. L'idée, c'est pas seulement de proposer des termes, mais c'est de remplir ces termes par des descriptions précises de la réalité de l'exploitation animale et du spécisme. Rapports sociaux d'espèces, notamment d'un côté l'animalisation, qu'on peut qualifier de processus politique d'appropriation, de mise en altérité ou d'infériorisation. Ça, c'est des propositions que je fais notamment dans mon mémoire au sujet de l'élevage, en m'inspirant notamment de l'analyse du sexage de Colette Guillaumin et des féministes matérialistes de façon plus générale. Et puis, à l'inverse, l'humanisation comme un processus de mise en dignité. Mise en dignité, c'est le parallèle de la mise en altérité. Encore une fois, c'est une proposition qu'il faut remplir avec des descriptions, des compréhensions sociales. Et puis, je pense que cette approche matérialiste, elle évite peut-être une maladresse ou une naïveté politique qui serait celle de la species blindness. Là, c'est un terme que je propose en parallèle de la color blindness. Donc, species blindness qui consisterait à proclamer que nous sommes tous des animaux, alors qu'on sait bien que certains sont clairement plus des animaux que d'autres. De la même façon, donc, que la color blindness qui consiste à prétendre qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine, qu'on est tous humains, alors que, encore une fois, certains sont plus humains que d'autres. Alors, une toute petite anticipation d'objection, c'est que l'approche matérialiste, elle n'est pas purement constructiviste. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas remplacer la compréhension biologique de ce que c'est l'espèce. Elle ne va pas dire, par exemple, qu'une humaine, dès lors qu'elle est animalisée, ne ferait plus partie de l'espèce Homo sapiens. C'est pas ça le principe. Je voulais faire cette petite précision. Alors, un mot sur le Black Veganism. Il me semble que ce courant d'éthique animale est une contribution importante à l'analyse matérialiste du spécisme, peut-être en raison de l'avantage épistémologique des personnes racisées quand il s'agit de comprendre l'animalité et l'animalisation. Alors, qu'est-ce que le Black Veganism ? Je tire l'essentiel de ma compréhension de ce mouvement de 2 ouvrages et d'une conférence
Donc on a Afroism qui a été coécrit par AFCO et Silco qui est sorti en 2018. Et on a Racism as Zoological Witchcraft qui a été écrit par AFCO, sorti en 2020. Et puis la conférence de Silco que j'évoquais déjà tout à l'heure qui date de 2019. Donc le Black Veganism, c'est un courant d'éthique animale qui émerge depuis le mouvement antiraciste et dont l'objet n'est pas nécessairement le traitement concret des animaux non humains. Son objet, c'est plutôt justement l'animalité et l'animalisation. L'idée, c'est qu'il existe une importante diversité de contributions à la critique de l'animalisation et que ces contributions ne peuvent pas toutes s'interpréter à la lumière de l'animalisme mainstream, l'animalisme classique, qui est focalisé sur les notions d'antispécisme et de véganisme notamment. AFCO le dit de la façon suivante: les militants et penseurs qui écrivent au sujet des animaux n'utilisent pas tous le spécisme comme cadre théorique et n'ont pas tous pour objet la consommation littérale de corps d'animaux non humains. Le Black Veganism repose donc sur le fait que la question de l'animalité n'est pas l'apanage du mouvement animaliste au sens usuel du terme, et que les travaux en Critical Race Studies, par exemple, qui portent sur l'animalisation, peuvent représenter une contribution importante à la compréhension du spécisme au sens large. Le Black Veganism postule que les personnes racisées sont d'emblée concernées par la question animale, de par le fait qu'elles subissent l'animalisation et qu'elles sont considérées sous-humaines. Une implication de ça, c'est que plutôt que d'essayer de faire des ponts avec les mouvements antiracistes via une forme de diversité cosmétique, c'est-à-dire en essayant juste d'ajouter des corps noirs dans notre mouvement qui est essentiellement un mouvement blanc, AFCO nous encourage plutôt à faire en sorte que les mouvements antiracistes multiplient par eux-mêmes les conversations autour de l'animalité et de l'animalisation selon leurs propres conditions et dans leurs propres termes, parce que, encore une fois, ils disposent déjà d'un terreau fertile pour adresser la question animale. D'où le potentiel peut-être, je me dis certainement que des collectifs animalistes en non-mixité racisée pourraient produire des analyses intéressantes à partir du moment où il y a les conditions qui garantissent l'autonomie de leurs analyses sur l'animalisation, que ces analyses ne soient pas immédiatement dissoutes dans le mouvement animaliste qui, par exemple, pourrait avoir tendance à rétorquer d'emblée cette forme de species blindness de on est tous des animaux, par exemple. Je vais finir sur les avantages de l'approche matérialiste. Premier avantage stratégique, c'est que je crois que certaines approches, je crois que l'approche matérialiste, elle force à se poser des questions extrêmement concrètes sur le spécisme en tant qu'organisation sociale, ce qui me semble utile politiquement, parce que ce que je trouve frustrant avec certaines définitions du spécisme comme discrimination, c'est que, alors c'est pas une implication directe forcées, mais je trouve qu'elles ont tendance à faire en sorte que les gens s'attaquent principalement, voire seulement à l'idéologie spéciste, c'est-à-dire aux croyances spécistes et aux croyances et aux discours spécistes, comme si finalement les arguments spécistes étaient les fondations du spécisme, étaient ce qui ferait tenir le spécisme en place, presque comme si on avait affaire à un malentendu intellectuel et que l'enjeu politique résidait dans le fait de faire comprendre aux gens que l'espèce est un critère moralement arbitraire, de faire comprendre que le spécisme résonne sur un raisonnement qui... Enfin, le spécisme repose sur un raisonnement qui ne tient pas la route. Et pour moi, cette approche, elle est inopérante d'un point de vue stratégique, parce que le spécisme, ce n'est pas une question d'erreur de jugement au sujet des animaux, ou très peu. Ce n'est pas un problème public de compréhension sur qu'est-ce qu'un critère arbitraire, qu'est-ce qu'un critère légitime, pertinent de considération morale. Le spécisme, c'est surtout une question d'intérêt économique et matériel, c'est une structure sociale, et l'idéologie, c'est ce qui est constamment généré pour légitimer et verrouiller cette structure sociale. Et c'est pour ça que si vous vous attaquez à un argument ou un raisonnement spéciste, vous pouvez être sûr qu'il y en aura 12 derrière qui sont prêts à prendre la relève. Les arguments spécistes, l'idéologie spéciste est sans cesse générée, même si vous vous attaquez à ses incohérences et son caractère illogique.
Donc la conséquence de ce constat, bon, vu qu'il me reste 1 minute, je vais passer au deuxième avantage. Tu peux dépasser un tout petit peu. Qui est que, et je pense qu'on l'a vu avec la question du black veganism, c'est que la conception sociale de l'appartenance d'espèce permet de faire sens de tous les cas où les gens revendiquent leur humanité, et que cette compréhension, elle favorise les convergences entre mouvements d'animalisés, donc entre le mouvement animaliste et les mouvements des personnes racisées, par exemple. Ça permet de mieux identifier l'ennemi commun l'ennemi commun de ces différents mouvements de personnes animalisées, qui n'est non pas l'humain en tant qu'homo sapiens, mais qui est l'homme avec un grand H, donc l'homme comme figure politique, comme fiction politique de l'être idéal et dominant, donc l'homme mâle, blanc, valide, etc., qui est encore une fois une appartenance sociale et non pas une condition seulement biologique. Pour le dire dans l'autre sens, en fait, je vois mal comment on peut faire de la convergence des luttes ou de l'intersectionnalité, si tant est qu'on ait envie de faire ce genre de choses, avec une conception strictement biologiste de l'espèce. En conclusion, donc premier point, je pense qu'on se prive de la compréhension du phénomène spéciste, enfin d'une partie de cette compréhension, quand on se contente de la compréhension intuitive de l'espèce, à savoir l'espèce comme appartenance strictement biologique. La distinction entre humanité et animalité est aussi et surtout une question politique qui passe par une différenciation sociale entre personnes et choses, propriétaires et appropriés, dominants et dominés pour le dire simplement. Mais comme je le disais en introduction, l'approche matérialiste, elle doit être vue comme complémentaire plutôt que concurrente à l'approche classique. Je ne propose pas du tout qu'on cesse de parler de spécisme comme d'une discrimination arbitraire fondée sur le critère de l'espèce. Deuxième point, je pense que la présence des personnes racisées dans le mouvement est un enjeu d'enrichissement et de diversité épistémologique sur le sujet de l'animalité et de l'animalisation, et non pas un enjeu de diversité cosmétique qui passerait juste par la simple présence de corps noirs dans les audiences et dans le mouvement animaliste. Et je finirai en disant que l'approche matérialiste doit encore faire ses preuves, dans le sens où les termes que j'ai proposés doivent être éprouvés par l'enquête et l'observation sociologique. L'enjeu, c'est surtout que ces termes soient remplis par des études sociologiques, par des descriptions, des rapports sociaux spécistes concrets. Peut-être que certains termes seront abandonnés si on se rend compte qu'ils ne sont pas utiles, peut-être aussi que d'autres termes seront proposés si besoin. Voilà, et ben merci beaucoup. Et je vous ai mis un petit dessin de blaireau parce que en ce moment il y a une pétition qui a été déposée par l'ASPAS pour interdire le déterrage des blaireaux. Et je crois que 100 000 signatures sont nécessaires d'ici septembre pour que ça avance concrètement. Donc je vous encourage à aller signer cette pétition. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a 5 petites minutes pour prendre des questions à la fois dans la salle et dans le chat, si vous souhaitez. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Tu parles de convergence des luttes. Tu parles de la convergence des luttes entre effectivement racisme et spécisme. Il y a la convergence des luttes entre sexisme et tu en parles aussi. Et c'est clair que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, en particulier féministes matérialistes, qui ont montré à quel point les humaines sont beaucoup plus animalisées, sont aussi très animalisées. Et est-ce qu'il y a eu des ouvrages sur... oui, je pense qu'il y a eu un livre qui s'appelle au moins un livre qui s'appelle Animals, Women and Animals, qui ont tenté de faire une convergence. Oui. Yves en parle, on a parlé dans un article sur et si l'humain valait l'homme ou quelque chose comme ça. Et toi, tu voudrais pas intégrer, tu intégrer aussi ça de manière explicite? Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur les convergences entre féminisme et antispécisme. On pense à l'ouvrage classique de Carol Adams, La politique sexuelle de la viande, sur l'animalisation des femmes.
et puis il y a tout un courant alors, Carol Adams, elle fait partie d'un mouvement plus large d'écoféministes animalistes aux États-Unis. En France, on connaît presque seulement Carol Adams, mais en fait, elle fait partie d'un champ théorique plus large. Et l'ouvrage dont tu parlais tout à l'heure, je crois que c'est une personne, une écoféministe états-unienne qui l'a écrit. Après, moi, j'ai eu l'occasion d'écrire sur ces questions, par exemple, dans l'ouvrage La pensée végane, j'ai écrit l'entrée féminisme, et puis dans l'ouvrage Feu, abécédaire des féminismes présents, j'ai écrit l'entrée viande. Donc, je raconte plus ou moins la même chose dans les deux articles. Donc oui, évidemment, je pense qu'il y a des choses à faire. Après, je trouve que l'animalisation, elle prend des formes différentes quand elle s'applique évidemment aux animaux, aux personnes racisées ou aux femmes. Et voilà, il y a des spécificités à chaque fois. Et là, j'ai mis l'accent sur l'animalisation des personnes racisées parce que je voulais aussi parler du black veganism. Et sachant que c'est des auteurs, c'est des humaines qui ont écrit. Oui. Donc en fait, il y a déjà elles-mêmes, elles sont à la fois racisées et doublement animalisées. Oui. Alors on a plusieurs questions dans le chat, on va essayer d'en prendre au moins une ou deux. Alors une question autour de certains sont plus que d'autres sont animaux, et au sujet des précautions à prendre par rapport à la species blindness. Est-ce que c'est au niveau biologique que la distinction est proposée ici? Alors je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre la question. Alors peut-être la personne peut préciser sa question, ou si elle souhaite prendre la parole dans le chat. Et sinon, je vais prendre une autre question en attendant. Existe-t-il des exemples de lutte matérialiste dans le mouvement animaliste, par exemple des associations qui privilégieraient cet angle de lutte-là? Oui, alors je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui en fait ont un angle stratégique matérialiste dans le sens où elles s'attaquent aux structures du spécisme, à l'élevage, à la pêche, à toutes les institutions, les intérêts économiques, etc. Moi, il y a une association que j'aime beaucoup qui s'appelle Assiette Végétale, qui en fait mise très peu sur l'argumentation politique, idéologique contre le spécisme en tant que discrimination injuste, arbitraire, violente, mais va plutôt vraiment organiser la transition vers une facilitation de l'alimentation végétale dans la restauration collective, où l'idée c'est de réduire les frictions au niveau de la possibilité de choix de repas végétaliens à la cantine universitaire, dans les restaurants d'entreprises, à l'hôpital, etc. Et en fait, je trouve que ça, c'est une conséquence directe de l'approche matérialiste, dans le sens où, plutôt que donner des coups d'épée dans l'eau à critiquer toujours l'idéologie qui pourtant rejaillit sans cesse, on va directement faire en sorte que les gens cessent de manger des animaux et se tournent vers une alimentation végétale, ce qui va en retour désamorcer l'urgence que les gens ont à légitimer leurs pratiques et leurs habitudes, ce qui fait que plus les gens pourront manger végétal facilement au quotidien, moins ils auront de résistance cognitive à vouloir absolument conserver la nécessité, la normalité de la consommation de viande. Donc pour moi, Assiette Végétale est un très bon exemple de la stratégie matérialiste. Et puis après, déjà dans la littérature, en Critical Animal Studies par exemple, il y a un fort accent qui est mis sur les structures sociales du spécisme. Par exemple, tout ce qui est description du complexe animalo-industriel. Pour moi, ça c'est typiquement une analyse matérialiste du spécisme. Donc en fait, moi ce que je propose, c'est plutôt une formalisation de l'approche matérialisme du spéciste, mais je dis pas du tout que ça n'a jamais été fait, que ça n'existe pas, que personne ne s'y intéresse, etc. Et peut-être pour revenir à l'autre question, je ne sais pas s'il y a une précision, mais... Oui, en fait, du coup la personne a précisé, merci. En fait, elle demande qu'est-ce que tu entends quand tu dis certaines personnes sont plus des animaux que d'autres. Est-ce que c'est le sens biologique ou est-ce que c'est le sens social? Alors, c'est clairement le sens social. En fait, c'est pour ça que en fait,
c'est des catégories naturelles qui sont évidentes et un peu définitives. Voilà, il n'y a pas tellement de débat sur est-ce qu'un cochon est un homo sapiens. Non, c'est pas ça l'enjeu. C'est pour ça que humanité et animalité en tant que position sociale sont beaucoup plus fluides et mouvantes, dynamiques en fait, et c'est des catégories historiques. Et on peut être plus ou moins animaux ou humains au cours d'une lutte politique en fait. C'est des catégories qui sont remises en question par des mouvements sociaux, qui sont réaffirmées par des backlash conservateurs. Donc en fait, c'est pas des catégories essentialistes. Et du coup, on peut être plus ou moins animaux, plus ou moins au sens de plus ou moins animalisés. Et en fait, moi, dans l'absolu, je suis d'accord que les humains sont des animaux, évidemment. Mais je pense qu'en l'état actuel des choses, et pour pouvoir faire convergence avec les mouvements des humains animalisés, en fait, c'est maladroit de dire qu'on est tous des animaux. Enfin, dans certains contextes, ça vaut le coup de le rappeler, mais dans le cas de convergence et d'alliance avec d'autres mouvements sociaux, je pense que c'est maladroit. Voilà. Ou alors, il faut faire un travail pédagogique où il faut que les personnes à qui on s'adresse soient déjà antispécistes pour qu'elles effectivement, elles soient déjà d'accord avec le fait que oui, on est tous des animaux. Merci beaucoup. Alors il y avait une question de plus que je garde en tête pour la table ronde, du coup, tout à l'heure. Et là, en fait, on va prendre une petite pause, prendre un petit café pour tous se réveiller, des petits gâteaux. Et on vous retrouve à 11h15 pour la 4e intervention, puis ensuite pour la table ronde.